Je me présente, moi je suis Laurence. Ah, super. Donc, je me présente, moi je suis Laurence Jobidon, je suis une des conseillères de la Ligue canadienne des compositeurs. C'est un plaisir aujourd'hui pour nous de recevoir Simon Martin. Simon qui va parler de l'harmonie naturelle, de l'harmonie basée sur les nombres. Et juste avant de commencer, dans le fond, on aimerait simplement reconnaître que la Ligue canadienne des compositeurs, les bureaux sont situés à Toronto, Toronto, qui fait partie des territoires traditionnels de plusieurs nations autochtones, dont les Mississauga de la rivière Crédit, les Anishinaabe, les Chippewas, les Haudenosaunee et les Wendat, où résident actuellement aussi un grand nombre de personnes qui appartiennent à diverses Premières Nations, à des peuples inuits et de la nation métisse également. Donc, c'est un privilège pour nous de pouvoir composer de la musique, travailler dans l'univers sonore là, sur ces territoires-là. Donc, sans plus tarder, on va laisser la parole à notre conférencier d'aujourd'hui, Simon Martin. Oui, merci Laurence. Partir mon petit minuteur. C'est bon. Oui, donc ça, c'est la procédure. Je ne sais pas si les gens sont au courant. En fait, je vais parler pendant 45 minutes, 1 heure. S'il y a des questions, je pense que ça se fait par écrit dans le chat. Possiblement, on va me les relayer en temps réel ou soit à la fin. À la fin, on va se réserver du temps aussi si les gens veulent revenir sur certains aspects qui ont été abordés ou poser des questions. On aura le temps de faire ça aussi. C'est ça, en fait, la présentation va parler, oui, d'harmonie naturelle, mais des constructions d'échelle non conventionnelles en général. C'est pour ça aussi, j'écris dans le titre accord, tempérament. On va voir toutes sortes de variétés de ça. Évidemment, quand je dis échelle non conventionnelle, c'est par rapport à l'échelle conventionnelle qui est le tempérament égal à 12 demi-tons. Et comment dire, je vous donne tout de suite la morale de la fin de l'histoire, c'est qu'il y a plusieurs systèmes, il n'y en a pas un qui est parfait, il n'y en a pas un qui est meilleur que les autres non plus, puis c'est la beauté de la chose. Probablement que le tempérament égal à 12 demi-tons a certains avantages de simplicité qui fait qu'il a réussi à s'imposer à l'échelle mondiale, mais il y a vraiment toutes sortes d'autres approches qui sont possibles. Et c'était vraiment une époque fascinante, je pense, pour toutes ces échelles-là. On voit que elle suscite de plus en plus d'intérêt et surtout, ce que moi m'intéresse beaucoup là-dedans de voir, c'est que c'est des gens qui viennent de divers horizons. Ça peut être des gens qui veulent rejouer du répertoire turc, par exemple, sur une guitare classique, vont chercher à l'adapter pour reproduire ces échelles-là. Ça peut être des gens qui bidouillent aux États-Unis, beaucoup qui sont autodidactes, qui vont faire de la programmation de logiciels, qui vont nous permettre de créer des hauteurs, etc. Comme moi, je suis un peu en minorité dans cet univers-là, provenant du milieu académique, de la musique contemporaine. Mais tous ces gens-là se rejoignent, puis ça fait une communauté vraiment foisonnante qui produit de plus en plus de matériel intéressant, du matériel de qualité. Donc, dans le fond, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est sûr donner un peu de théorie, mais surtout pointer vers des ressources intéressantes pour vous permettre de continuer cette exploration-là sur le web, par des articles, par beaucoup de choses YouTube qui se font de très grande qualité. Et c'est ça, là, ce que je vais utiliser aujourd'hui, c'est une présentation prédit. Probablement, vous avez déjà reçu le lien pour l'obtenir, mais elle est déjà aussi, je l'ai mise sur mon site Internet hier de Projection Libérante. Donc, elle va être accessible pour que vous puissiez y retourner parce que je ne vais pas aborder loin de là tout ce qui se trouve là-dedans déjà. Donc, voilà, je pense, sans d'autres préambules, je vais me lancer parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Alors, je commencerai par parler de l'harmonie naturelle tout de même parce que c'est un peu la chose la plus simple à comprendre dans son principe. C'est comme si c'est un peu le point de référence pour toutes les autres adaptations qu'on a vues à travers l'histoire puis un peu à travers le monde. Ça nous donne un point d'ancrage. Donc, l'harmonie naturelle, le principe, c'est très simple. C'est des multiples entiers de fréquences, tout simplement. Par exemple, si on multiplie une fréquence par 2, on va générer des intervalles d'octaves. Si on multiplie une fréquence par 3, on va obtenir des quintes. Et donc, le multiple de 3, c'est le nombre le plus simple qui nous permet de générer des notes différentes, tandis que le nombre 2 lui
fait juste transposer dans le registre une même note. Si on multiplie une fréquence par 5, on obtient des tierces majeures. On peut multiplier comme ça des fréquences par toutes sortes de nombres premiers, tous les nombres premiers, 7, 11, 13. Et chaque nombre premier va produire des sonorités, des intervalles caractéristiques différents. C'est sûr qu'en Occident, on a surtout utilisé ces trois nombres premiers-là, 2, 3, 5, pour créer nos échelles. Donc, par des proportions simples de fréquences, comme ça, on reproduit la plupart des intervalles conventionnels qu'on utilise. Donc, c'est une particularité de l'harmonie naturelle qu'on puisse représenter les hauteurs par des proportions, par des nombres, et produire des consonances pures, des consonances parfaites, qu'on entend parfois comme la tierce majeure pure, ça fait référence à l'harmonie naturelle, ou aussi ce qu'on appelle l'intonation juste, ou just intonation. C'est tout cet univers-là. Les problèmes reliés à l'harmonie naturelle surviennent lorsque des proportions de nombres entiers deviennent un peu complexes. Là, on produit des dissonances qui sont plus marquées que dans d'autres systèmes qui sont utilisés. Puis aussi, c'est que quand on multiplie des fréquences par des nombres premiers, on va générer une infinité de hauteurs différentes sans jamais qu'aucune se recoupe. Alors, ça va générer beaucoup de complexité et les problèmes se posent ensuite pour la notation de toutes ces hauteurs-là, pour la fabrication d'instruments qui peuvent jouer toutes ces notes-là. Alors ça, c'est un peu des obstacles, disons, à l'utilisation de l'harmonie naturelle. C'est parmi les difficultés qu'il y a. Une chose intéressante avec l'harmonie naturelle, c'est la possibilité de les représenter par des diagrammes. Je vais vous en montrer des exemples. Donc, un article ici qui s'appelle Tonet sur Wikipédia, qui veut dire réseau tonal en allemand. Donc, vous en avez un ici, c'est Léonard Euler, à qui on attribue l'invention de cette disposition des hauteurs. Excusez, parce que j'ai ça ici. Sous forme de graphique, ce qui est très pratique. Alors ici, les traits horizontaux représentent des relations harmoniques de quinte, alors les multiples de 3. Et à la verticale, les traits à la verticale représentent des relations harmoniques de tierces majeures, donc de multiples de 5. Et donc, ça nous permet de mieux visualiser les relations entre les hauteurs quand on travaille en harmonie naturelle. Et visuellement, plus les hauteurs sont éloignées, donc sur le plan visuel, plus elles vont être éloignées aussi sur le plan tonal. Alors, si on utilise des hauteurs qui sont éloignées sur le diagramme, probablement ça va produire des dissonances. Et autre fait, ce que voulait démontrer Euler aussi, c'est que si on prolongeait, par exemple, la quinte ici de Ré, qui ne se trouve pas sur ce dessin-là, évidemment, la quinte de Ré, c'est La, mais on a déjà un La ici, qui est la tierce majeure de Fa. Alors, comme ça, si une hauteur apparaît, une note apparaît à deux endroits sur un diagramme comme ça, forcément, c'est deux hauteurs différentes, en fait. Ces deux notes-là qui n'auront pas exactement la même intonation. C'est ce que je vous expliquais, comme quand on multiplie par des nombres premiers, on génère des hauteurs, mais jamais ils vont se recouper de façon identique. Je vais donner ma présentation. Autre exemple, sur l'article lattice, qui est un autre type de... C'est un diagramme aussi, seulement le mot en anglais. Alors, vous allez, si vous êtes intéressé à l'harmonie naturelle, vous allez voir régulièrement ce genre de graphique. Alors, c'est la même disposition qu'on a vue tout à l'heure. Et ici, comme je vous disais aussi, on peut représenter les hauteurs par des fractions, par des nombres. Et ça permet de visualiser, par exemple, 45-32, c'est la tierce majeure de 9-8, ce qui n'est pas du tout instinctif juste en voyant les chiffres. Comme vous le savez, on n'est pas habitué à ça du tout, mais quand on le représente en graphique, ça permet de visualiser ces relations harmoniques plus facilement. Et un dernier exemple, dessiné par Craig Grady en 2015. Ici, il nous explique un peu comment reproduire à la maison vos propres diagrammes pour représenter des hauteurs sur un même graphique, des réseaux tonals, en utilisant différents multiples premiers. Donc, lui aussi utilise des multiples de 3 à l'horizontale, de 5 à la verticale. Puis ensuite, des angles différents pour les multiples de 7, 11, 13. Puis comme ça, réussit à représenter ces hauteurs-là sur un graphique quand même complexe, mais tout de même lisible.
ça couvre rapidement le principe à la base de l'harmonie naturelle. Alors, maintenant, un accord, ce serait tout simplement générer des hauteurs de l'harmonie naturelle, un nombre X, en utilisant des multiples X, puis dire, bon, ben ça, c'est mon système, c'est celui que j'utilise pour composer une œuvre, pour fabriquer un instrument. Donc, on est dans cette perspective-là. C'est un autre graphique dessiné par Craig Grady. Ici, il nous représente les notes utilisées par Owen Gartner sur sa guitare. Alors, ce graphique nous explique ses relations tonales. C'est une guitare qui a 17 notes par octave. Je vais vous faire entendre tout de suite un peu comment sonne cette guitare. Donc, Owen Gartner, c'est le guitariste d'un groupe qui s'appelle Horse Lords. Ça, je vais montrer des exemples différents au cours de la présentation, différents styles, différentes applications pour montrer toute l'étendue de ce qui est possible. C'est un groupe intéressant, américain, donc genre de rock minimaliste, mais avec une sonorité assez rafraîchissante. Un exemple, l'accord peut-être le plus connu, ce qui est assez fondateur, c'est celui de Lamonte Young, compositeur américain aussi, avec son œuvre de Well-Tuned Piano. Ici, vous allez pouvoir retrouver un extrait vers une interprétation de l'œuvre intégrale par Lamonte Young lui-même qui dure plus de 6 heures. Donc, un beau document vidéo. Ici, un article de Carl Gann qui explique comment Lamonte Young a construit l'accord de son piano. Je vais vous montrer, moi, en fait, je me suis inspiré, moi, du même type d'accord que Lamonte Young a utilisé pour une de mes propres compositions. Je vais en plugger un petit peu, quand même, pour vous montrer un peu en contexte instrumental comment ça peut sonner. Et sur mon site Internet aussi, j'ai une conférence, si vous voulez aller plus en profondeur sur l'harmonie naturelle. J'explique plus en détail les façons de noter, calculer les intervalles, tout ça. Vous pouvez vous référer à ça. L'harmonique 2. Donc pour cette pièce, j'ai utilisé uniquement les multiples de fréquences 2, 3 et 7. Mais comme on l'a vu, l'harmonique 2 ne fait que transposer dans le registre une même note. Donc on peut considérer que j'ai généré les notes en utilisant les multiples 3 et 7. Donc je vais vous montrer le tableau des notes que j'ai utilisées pour toute la pièce, en disposant les multiples de 3 à l'horizontale et les multiples de 7 à la verticale. Alors, oui. Donc, c'est un réseau de hauteur que j'ai utilisé pour ma pièce Musique d'art 2021. C'était pour des cuivres. Alors, j'ai pris comme note de départ le si bémol. Comme il y avait juste des cuivres, ça s'accorde plus naturellement sur cette note-là. Puis encore, c'est le même principe. J'ai disposé à l'horizontale le multiple de 3 et à la verticale le multiple de 7. Puis je vais vous faire entendre tout de suite. Oups. Montrer un extrait.
J'ai plusieurs exemples ici, je ne les montrerai pas tous, mais il y a un autre excellent tutoriel de Brandon Burns qui explique aussi, décrit un peu l'harmonie naturelle comme principe. Donc, c'est une autre bonne ressource à voir. Et explique aussi comment il travaille, lui, l'harmonie naturelle avec son DAW, son Digital Audio Workstation. Donc, c'est intéressant à voir pour c'est une autre approche, puis aussi utilise d'autres thèmes. Donc, ça donne vraiment une autre perspective. Là, il nous montre comment il est en train d'accorder son clavier, en fait, pour créer une échelle harmonique. Puis là, il va accorder spécifiquement l'harmonique 13. While we're here, I'm just going to show you what the 13th harmonic sounds like when retuned on a keyboard. I'm going to add 41 cents to that A flat. Kind of crazy sounding, but... Très bonne vidéo, je trouve, et un exemple de la musique de Brandon Burns, qui est aussi un Américain, qui est guitariste. Je vais vous montrer qui produit lui-même ses albums. Celui-là, je vais aller sur YouTube parce qu'il nous donne un peu d'informations sur son œuvre. En fait, pour cette pièce-là, il nous donne l'accord qu'il a utilisé, similaire à celui qui est en train de construire dans le tutoriel qu'on a vu. Donc, il nous donne les proportions de fréquence. Donc, il y a sa tierce majeure pure, le 11e harmonique, la quinte pure, 13e harmonique, etc. Donc, c'est dans son album, ici, il nous indique avec quel système il utilise en fait pour chacune de ses pièces. Donc, 22 EDO, on va le voir tantôt, c'est l'octave divisé en 22 parties égales. De la Just Intonation, de l'harmonie naturelle, en utilisant jusqu'au 13e harmonique. Donc, différents systèmes comme ça, même division de l'octave en 7 parties égales. Donc, c'est ça, il y a toutes sortes de possibilités, puis on va continuer à en voir. Je sors de là. Voilà. OK. Dernier exemple d'accord, c'est Sevish, c'est le nom d'artiste qui fait un peu plus techno. Et il a remixé la pièce qu'on vient d'entendre de Brandon Burns. Ça donne un effet différent. Alors, c'est des façons de construire les échelles qui s'appliquent à toutes sortes de styles différents. Puis lui aussi, dans sa description de vidéo, il nous donne des outils intéressants. Il nous donne un lien pour un play along avec notre clavier d'ordinateur. Alors, Sevish a créé le logiciel Scale Workshop. Vous pouvez retrouver sur le sevish.com. Toutes ces ressources-là, de toute façon, comme je vous dis, sont dans la présentation prédit. Donc, voici l'interface. Donc, ça permet de fabriquer soi-même ces échelles. Vous entrez ici soit des cents, on va voir plus tard ce que c'est, des proportions aussi harmoniques. Et ça va créer votre échelle et que vous pouvez utiliser ensuite dans différents logiciels. À la base, c'est aussi simple que ça, mais ça permet aussi de sauvegarder ces échelles et de les partager, comme a fait Sevish ici pour nous partager l'accord de Brandon Burns, de pouvoir l'utiliser avec un clavier.
Puis effectivement, vous pouvez jouer par-dessus la vidéo YouTube pour vous amuser à jammer avec ça. Donc, c'est ça. Ça fait partie de tous les outils qui commencent à se développer, puis les différentes personnes qui commencent à interagir entre elles pour s'alimenter, puis s'inspirer, tout ça. Donc, c'est assez stimulant à voir. Ça fait le tour pour les accords. Maintenant, l'autre gros morceau, c'est les tempéraments, évidemment. Donc, pour expliquer les tempéraments, le plus simple, c'est de suivre un peu leur évolution historique. C'est sûr que probablement vous connaissez aussi, mais si vous étiez comme moi, ça demeure un peu flou. On sait qu'on utilise d'autres tempéraments à certaines époques. On s'y intéresse de plus en plus pour faire la musique justement baroque ou de la Renaissance. Mais ça, on va faire un petit survol des principes des tempéraments en général. Pour parler des tempéraments, c'est ça. Le plus simple, c'est de partir d'un dernier exemple d'accord qui a été longtemps utilisé en Occident, qui est l'accord qu'on a appelé l'accord pythagoricien. Alors, c'est un accord comme ceux qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'il y a une sélection de notes qui est faite. Ici, c'est des notes qui sont générées uniquement par des multiples de 3, donc c'est seulement des quintes pures. Et c'est ça, comme les autres accords qu'on a vus aussi, ce n'est pas un système qui prescrit un nombre précis de hauteurs. Il n'y a pas encore de question d'utiliser seulement 12 hauteurs, ou 7 ou 5. C'est simplement une façon de les accorder avec un multiple. Donc, c'est ça. Si on essaie de trouver des tierces majeures dans ce système-là, évidemment, on n'en aura pas parce qu'il n'y a pas de multiple 5 qui est utilisé, un multiple 5 qui nous permet d'obtenir la tierce majeure. Ce qu'on a, c'est le diton. Donc, de Do à Ré, de Ré à Mi, on a 2 tons qui s'additionnent pour créer cet intervalle-là, qu'on appelle la tierce pythagoricienne, qui est très grande, plus grande que la tierce pure. La différence entre la tierce pure et la tierce pythagoricienne s'appelle le comma syntonique. Et c'est ce qu'on va éliminer dans le tempérament qu'on va voir tout à l'heure. Premier tempérament qu'on va regarder. Et je vais vous faire entendre d'abord le comma syntonique. Puis j'en profite pour ce faire, pour vous montrer une autre chaîne YouTube très intéressante, qui est celle de Manfish, qui fait des vidéos très visuelles. Comme ici, il utilise des formes Tetris, en fait, plus ou moins, pour montrer les accords et la façon dont ils s'enchaînent. Souvent aussi, il va donner des explications, comme s'il nous parle de lattice. Donc, il nous explique ce que c'est, il nous fait entendre en même temps. Manfish, c'est plus rare. Lui, dispose les tierces majeures à l'horizontale et les quintes à la verticale. On le voit moins souvent, mais on le voit aussi parfois. Ce que je vais vous montrer, c'est sa section bonus sur le comma syntonique. Donc là, on a la tierce pythagoricienne avec des superpositions de quintes pures. Et la tierce pure avec le multiple de 5. Donc, le principe de tous les tempéraments, c'est justement de faire disparaître l'intervalle entre deux hauteurs similaires, comme on vient de voir entre tierce pythagoricienne et tierce pure. Au lieu d'avoir deux notes qui ont deux fonctions différentes, en avoir une seule. Puis pour faire disparaître cet intervalle-là, on va tempérer la pureté d'un ou plusieurs intervalles. Donc, ce qui a succédé à l'accord pythagoricien, c'est les tempéraments mésotoniques, où là, on voulait obtenir les tierces majeures pures, ce qu'on ne peut pas obtenir avec l'accord pythagoricien. Alors, le principe du mésotonique, c'est de tempérer les quintes d'une fraction de comma syntonique
Donc, c'est la pureté des quintes qui va être affectée dans ce cas-ci. Il y a plusieurs variétés de tempéraments mésotoniques qui ont été utilisées selon la fraction de comma syntonique qu'on va utiliser pour tempérer les quintes. Alors, il y a toutes sortes de mésotoniques tiers de comma, 2/7 de comma. Le plus utilisé, ça a été le mésotonique à quart de comma. Et donc, au bout de 4 quintes tempérées d'un quart de comma, on a retiré un comma complet. Alors, on obtient notre tierce majeure pure. Cependant, évidemment, là, les quintes deviennent fausses. Ce qu'il faut noter aussi, c'est ça, c'est que par rapport à l'accord pythagoricien, là, maintenant, on a un tempérament, mais on n'a pas encore un système clos. Alors, si on essayait de boucler, d'utiliser ensemble mi bémol et sol dièse, on aurait la quinte du loup, quelque chose d'extrêmement faux. Donc, on n'est pas encore dans un système qui prescrit un nombre de hauteurs en particulier. Pour montrer ça, je vais utiliser une autre source, qui est Early Music Sources. Si vous ne connaissez pas cette chaîne YouTube, il faut absolument la consulter. C'est vraiment, vraiment du gros travail qui est fait d'analyse, mais aussi de production. Donc, tout ce qui concerne les documents de la Renaissance, puis entre autres, un des sujets abordés, forcément, c'est celui de l'accord et des tempéraments. Donc ici, vous nous parlez du mean-tone temperament, qui est mean-tone et en anglais mésotonique. Hello and welcome to Early Music Sources. Notice, mean-tone temperaments, both in theory and in practice, include more than only 12 pitches per octave. When we do use mean-tone on a 12 keys per octave instrument, we just use a subset of a bigger arsenal of pitches. And just as in Pythagorean tuning, we put the wolf where we think it will do the least harm. As opposed to equal temperament, we choose the same pitch for different notes, the so-called enharmonics. In mean-tone, every note has its own pitch. In other words, E-flat, for example, is not the same pitch as D-sharp. Here is how E-flat sounds in a quarter comma mean-tone temperament. And here is how D-sharp sounds. E-flat, D-sharp. It is true that most of the music did not employ more than 12 pitches. Some even employed fewer than 12 pitches. The number 12 was not important. However, the large number of notes of the mean-tone system were always there, and many distinguished composers, as well as instrument builders, experimented and included such pitches in their work and instruments. Justement, on voit un exemple de clavier de l'époque où le tempérament mésotonique était utilisé. Donc, c'est de cette époque-là que datent ces claviers que vous avez peut-être déjà entrevus. Je vais vous en montrer des exemples. Oui, dans le mésotonique. C'est un article qui présente cet instrument. Je pense qu'il n'a jamais été construit à l'époque. Il a été reconstitué là, sur la base d'écrits. C'est un clavier à 36 touches. Ben, en fait, il y a un double clavier pour un total de 36 touches. Ici, on peut voir les notes utilisées. Alors, le premier clavier a 19 touches. Le deuxième en a 17. Alors, on distingue les dièses des bémols. Parce que comme on a vu, ils ne se situent pas du tout dans la même région tonale. Pas du tout sont pas proches sur le plan tonal, même s'ils sont proches sur le plan de l'intonation. Il y a même des mi-dièses et si-dièses ajoutés entre les demi-tons conventionnels. Le deuxième clavier, lui, est un comma syntonique ou une fraction de comma syntonique plus haut. Bref. Je vais vous faire entendre un extrait sur un instrument similaire. Ce n'est pas exactement un instrument, celui-là, c'est un clavecin, mais d'une musique de l'époque. C'est un instrument reconstitué évidemment aussi.
c'est ça. Musique en mésotonique à corps de commun. Et c'est la mésotonique à corps de commun est très proche, en fait, de la division de l'octave en 31 parties égales, qu'on va voir tantôt, qui est très populaire actuellement aussi. Donc, c'est ça, ça n'a pas juste une valeur historique. Pour jouer la musique de l'époque, ça peut être très inspirant aussi sur le plan de la création actuelle. Je vais vous faire écouter un dernier extrait de Mésotonique à corps de commun. Vraiment une superbe interprétation. Et en particulier un moment où il y a un saut mélodique entre un mi dièse et un fa bémol qui est assez saisissant. C'est à la tourne de page. C'est bon. Donc, c'est ça, c'est des tempéraments assez intéressants. Ça fait réfléchir d'une autre façon aux relations tonales, aux modulations. Oui. Allô? J'ai pas de blackout. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Ou... Oui, on t'entend toujours très bien, Simon. OK. J'ai juste vraiment perdu tout l'écran. Je vois juste noir, mais ça va sûrement revenir d'abord. Si je n'ai pas perdu le Vimeo. Nous, on te voit Le Zoom, je veux dire. Nous, on te voit toujours, on t'entend toujours bien. OK. Ça doit être mon ordi qui rame parce que j'ai trop de choses ouvertes. Ben, sinon, en fait, c'est ça. Ce qui a succédé, aux mésotoniques, c'est les tempéraments irréguliers. Les tempéraments irréguliers, ce qu'ils vont faire, c'est qu'au lieu de tempérer chaque quinte d'une fraction de comma syntonique, ils vont tempérer juste certaines quintes, et pas nécessairement toutes par la même fraction de comma. Alors, d'où le irrégulier, c'est pas toutes les quintes qui sont tempérées, mais comme on ne tempère pas toutes les quintes, on réussit à éliminer la quinte du loup. Et là, finalement, créer des tempéraments qui sont fabriqués pour créer des échelles à 12 notes. Je peux vous montrer une ramie. Puis après les tempéraments irréguliers, où là, on avait une prescription d'utiliser 12 notes, c'était le but, mais là, c'est ça, on a convergé naturellement vers le tempérament égal à 12 demi-tons. Ben, je suis désolé, je suis en blackout total. On peut peut-être juste essayer, je vais juste enlever ton partage d'écran, juste pour voir si ça dégage un peu ton ordinateur. Je suis pas capable de faire ça, donc... Il faudrait que... Sinon, je vais être obligé d'essayer de redémarrer, mais attendons voir. Ouais. Parce que c'est ça, nous, dans le fond, comme on voit bien ton écran, on a vraiment l'impression que le problème est plus de ton côté. C'est clair. Même si je fais escape, il n'y a rien qui se passe. Wow. Sinon, c'est ça, il faut que je me reconnecte, ça prendra une minute. Mais... je ne sais pas quoi faire. Oui, je pense que si ça peut nous permettre d'avoir mieux tes exemples, je pense que ça serait mieux que tu te déconnectes. Là. Normalement, comme on est 3 autres, là, ça ne va pas fermer la session Zoom. Fait que tu vas pouvoir te reconnecter dans 1 minute. On va être encore là. OK, c'est bon. Ah, je l'ai. Ah! Wow. Parfait. Désolé. J'espère que mon truc s'est calmé.
Bon, on va continuer comme ça. Je vais juste montrer quand même visuellement, c'est ça, les tempéraments irréguliers. Il y en a différentes variétés, Balotti, Berkmeister. Puis vous voyez, c'est ça, c'est pas les quintes. À chaque fois, c'est pas les mêmes quintes qui sont tempérées. C'est pas toutes les quintes qui sont tempérées. C'est ce qui fait que les intervalles entre chacune des notes ne seront pas égaux. Donc, on va avoir des échelles, des tonalités qui ont des sonorités différentes. Et cette fois-ci, c'est ça, on a un système cyclique. On peut utiliser les extrémités et les lier ensemble pour faire des quintes. On peut utiliser l'enharmonie bémol dièse maintenant. Et justement, la suite logique, le tempérament égal à 12 demi-tons. Mais en fait, toutes les quintes sont tempérées par le même comma, mais le comma pythagoricien, qui est très proche du comma syntonique. Alors, c'est ça. Maintenant, tous les intervalles entre chaque demi-ton sont égaux. Et il y a une unité de mesure qui s'est développée en conjonction avec le tempérament égal, qui est les cents, où on divise chaque demi-ton en 100 unités. Alors, on n'a qu'à additionner 100 cents à chaque fois pour, au bout de 400 cents, on a notre tierce majeure. Au bout de 1200 cents, on a une octave. Et on peut continuer comme ça, additionner simplement le 100 cents ou le demi-ton pour générer l'ensemble du système. Maintenant, on va regarder les divisions égales de l'octave, parce que c'est un peu, après un long processus historique, ce à quoi on aboutit avec le tempérament égal à 12 demi-tons. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est l'octave divisée en 12 parties égales. Ce n'est pas le même chemin conceptuel pour y arriver. C'est parce que là, on ne parle pas de « j'ai tempéré un intervalle pur pour éliminer un comma », mais je peux quand même représenter des multiples de 5 et 3 qui sont mes tierces, mes quintes. Il y a quand même une fabrication qui nous a amené là, mais on peut aussi simplement dire, je prends l'octave, je le divise en X nombre, en 7 parties, en 11 parties, 12 parties. On a toujours des résultats différents. Mais à cause qu'on divise une période avec la même fraction, il y a quand même une cohérence qui émerge de ces systèmes-là, même s'ils peuvent nous sembler irrationnels. C'est des systèmes qui fonctionnent. C'est pour ça aussi, quand on fouille sur Internet, les gens vont utiliser tempérament ou division égale de l'octave, des fois, sans s'en préoccuper, mais c'est intéressant de réfléchir un peu aussi à la différence conceptuelle qu'il peut y avoir derrière. Je vais vous faire entendre un exemple ici de Adam Neely, qui est évidemment une chaîne YouTube extrêmement populaire. Puis, dans ce cas-ci, justement, il va utiliser la division de l'octave en 24 plutôt que 12, donc utiliser les quarts de ton. Et il va alterner entre deux claviers, en fait, transposés à distance de quart de ton pour faire son lo-fi hip-hop. Check it out. Un autre exemple, c'est ça, comme je vous disais tantôt, le 31 IDO, qui est Equal Division of the Octave en anglais, est vraiment un des favoris de plusieurs personnes. Puis ça, je vais vous montrer un extrait vidéo d'un tutoriel d'une youtubeuse. Je ne me souviens jamais de son nom, je clique dessus pour voir. Ziana Heroes. Ziana Heroes, c'est intéressant parce que c'est une compositrice qui est vraiment talentueuse, tout ça, mais elle s'est mise à travailler avec les échelles non conventionnelles récemment. Puis, est devenue comme un peu une superstar sur le web. Il y a beaucoup de gens qui la trouvent vraiment, vraiment fascinante. Elle a publié un accord, ça fait partie de ça, en fait. Elle a 110 000 vues. C'est ça, ouais, 110 000 vues d'une minute où elle enchaîne des accords comme vraiment fous. En tout cas, c'est ça, c'est comme extrêmement niché, puis en même temps, ça a comme un certain succès, des fois pratiquement viral. Donc, ici, elle nous explique les triades les triades de base dans un système où l'octave est divisé en 31 parties égales.
Ça, c'est les triades qu'elle va nous montrer, suspendu, majeur, mineur. Et comme je le disais, c'est ça, l'octave divisé en 31 parties égales est pratiquement identique au tempérament mésotonique à quart de commun. Alors, les triades majeures et mineures vont être parfaitement justes. Il y a aussi des triades neutres, des super majors, où la triade est au-delà de majeur, plus grande qu'une tierce majeure, et sub-minor, où la tierce mineure est plus petite qu'une tierce mineure normale. Je vais vous faire écouter un extrait où il nous parle de la triade neutre. Now, if you don't know what a neutral chord is, it's when you have a third which is between the major and minor third. Now, I'm going to write this as an in3, okay? And then we'll have our normal fifth as expected. In terms of EDO steps, this is going to be 0, 9, and 18. Notice, 2 neutral thirds make a perfect fifth in 31, which is a really important thing to keep in mind as we progress. Now, if we take a look at what this ends up being in terms of cents, we're going to go over here and pick the ninth one, and that's going to be 348 cents. This is a really well-balanced neutral third. Donc, en fait, c'est ça. R, c'est pour root, fondamental, 3 tierces, 5 la quinte. Puis, ce qu'on utilisait en harmonie naturelle, c'est des proportions de fréquence. Des proportions de fréquence, exact. Ici, quand on travaille en division de l'octave, on utilise des nombres de degrés ou des steps. Par exemple, la tierce neutre, c'est ce qu'elle explique, elle est le 9e degré de l'échelle à 31 degrés. Donc, c'est comme ça qu'on s'y retrouve. Puis, quand même, elle nous indique, par exemple, pour sa triade neutre, la proportion JI ou Just Intonation, donc la proportion en harmonie naturelle, à quoi on va l'associer, à quoi notre oreille va l'associer. En fait, c'est juste la proportion 5 la plus proche. Donc, c'est pas parce qu'on travaille parfois, c'est ça, en division égale de l'octave, comme on voulait le faire avec les tempéraments, c'est-à-dire pour se rapprocher de certaines proportions de nombre entier. Mais le diviser l'octave en parties égales permet de simplifier le système et de travailler dans un système qui est clos. Oups. Oups. Non. Désolé, ce ne sera pas long. Je me retrouve dans mes affaires. J'ai tout perdu. OK. Je l'ai. Yes. Un autre exemple, c'est une autre chaîne YouTube qui est vraiment intéressante. C'est 2 compositeurs d'Allemagne, à Hambourg. Puis ça, ce qui est intéressant de cet extrait-là, je trouve, c'est un peu comme Adam Neely aussi, ce qu'il montrait, c'est utiliser carrément une notation jazz pour noter quelque chose de microtonal. Alors, dans cet exemple-là, il travaille aussi en 31 divisions égales de l'octave. Puis ils vont nous montrer différentes façons de faire du voicing jazz dans ce système-là. Oui. C'est du monde qui ont un bon sens de l'humour, pince sans rire aussi. Puis leurs productions vidéo sont de plus en plus folles. Ils font des compositions intégrales filmées avec vraiment une qualité sonore incroyable. The voice leading of the following examples. Come home, come home, come home. 31 TET also gives us new intervals to dabble around with. Une autre chaîne YouTube à explorer. Maintenant, les claviers isomorphiques. Donc, il y a quelque chose qui est sorti sur le marché, qui a été commercialisé il y a très récemment, en fait, peut-être 2 ans. Ce qu'on voit ici, le Lumatone, qui est un exemple de clavier isomorphique, mais maintenant, je pense qu'il est celui qui va devenir un peu la norme.
qui est un concept qu'on peut dater, dont on peut dater l'origine au 19e siècle par Robert Bosanquet. C'était une autre époque où on concevait des claviers un peu spéciaux. Puis, évidemment, on l'a mis de côté, tout ça, mais avec l'évolution technologique, tout ça, ça l'a remis, ça l'a permis de créer vraiment un instrument qui était vraiment praticable. Je vais juste vous montrer un peu l'évolution, une vidéo qui nous explique en plus en détail c'est quoi le clavier isomorphique. As told, but not for everyone. The first generalized keyboard was invented in 1873 by Robert Bosanquet. His enharmonic harmonium made it possible for any passage, chord, or combination of any kind to have exactly the same form under the fingers in whatever key it was played. Irv Wilson was the first to innovate over Bosanquet. Simon Terpstra also designed his hexagonal keyboard focusing on the feel of the keys under the hands. En fait, c'est un clavier où il y a une inclinaison des hauteurs, puis aussi plus qu'une dimension gauche-droite. Il y a certains angles aussi. Et c'est ça. Mais ce qui vraiment fait qui caractérise le clavier isomorphique, c'est qu'un même intervalle va toujours être représenté par une même distance et un même angle. Par exemple, sur cet angle ici, vous allez toujours avoir une succession de tons majeurs. Et donc, si vous voulez faire l'échelle diatonique conventionnelle, vous allez avoir besoin éventuellement ici de faire le demi-ton. Mais vous pouvez voir aussi que sur cet angle-là, maintenant, ce sera toujours les demi-tons. C'est ce qui fait qu'une même position, par exemple, si on veut la position de la triade majeure, on peut transposer la forme de notre main à l'exact partout sur le clavier, puis toujours avoir une triade majeure, ce qui n'est pas le cas avec un clavier conventionnel, qui est asymétrique, puis qui n'a pas nécessairement toutes ces dimensions. Évidemment, avec les technologies d'aujourd'hui, ce qui est pratique, c'est que justement, on peut programmer un clavier pour avoir un clavier normal à tempérament égal à 12 notes, mais aussi avec tous les systèmes qu'on peut imaginer. Et aussi, c'est des touches colorées qui vont nous aider à nous repérer sur l'instrument. Je vais vous faire écouter un extrait de Mike Battaglia qui fait un cover, qui est aussi en 31 EDO. Donc, c'est ça, ce produit-là s'appelle le Lumaton. Ils ont une chaîne YouTube où ils produisent beaucoup de contenu, justement, didactique. Donc, juste pour apprendre sur les échelles, les entendre aussi, c'est vraiment intéressant. C'est un clavier qui coûte cher, quand même. Maintenant, il est 4 000 US. On espère qu'un jour, il va devenir plus abordable. C'est possible parce qu'il commence, je pense qu'il y a un vrai engouement pour cet instrument-là, qui a un vrai potentiel parce qu'on peut l'utiliser de telle façon, en fait. Un tour. Sinon, ce qui est intéressant aussi, c'est les guitares suivent aussi un certain développement pour accommoder toutes sortes d'échelles particulières. Une personne, un des pionniers, en fait, dans l'époque récente ou actuellement, c'est Tolgahan Çoglu, qui est turc. Mais comme je vous en parlais au début, c'est ça, lui, son intérêt premier, c'était de pouvoir jouer du répertoire traditionnel sur la guitare classique. Et je vais vous montrer ici. En fait, dans cette vidéo-là, il retrace une histoire et aussi donc, une histoire des différents types de guitares, des différents modèles. Je vais vous montrer le sien qui est en fait un modèle à frettes amovibles.
Donc, vous voyez, ça, il y a des créneaux, des rainures sous chacune des cordes et des frettes qui sont spécifiques à chacune des cordes, qui peut déplacer, ajuster. By the designs of Lacoste and Fox. Turkish luthier Ekrem Özkarpat made the prototype. What distinguishes my design? Avec un genre de petit marteau. C'est ça, donc c'est sûr que c'est pratique parce qu'on peut en théorie ajuster, on a la pleine liberté pour ajuster, mais c'est un peu c'est l'inconvénient d'avoir à faire l'ajustement en tant que tel, ça doit être assez fastidieux. Justement, ce qu'il essaie de faire en ce moment, c'est de financer une guitare qui serait automatisée, donc on pourrait avoir des presets, pour le dire en français, où là, c'est ça, on pourrait dire, je veux un tempérament égal, je veux un rast, puis que la guitare s'accorderait par elle-même. C'est son prototype. Là, ouais, un modèle qui m'intéresse plus, c'est celui des touches glissoires. Donc, il y a Microtone Guitars maintenant qui commercialise ça. Donc, c'est exactement une démontre le temps que ça prend pour changer de touche. Donc, c'est extrêmement rapide. Donc, ça peut être utilisé en concert pour passer d'un accord normal à 100 frettes ou n'importe quel type d'accord, en fait. Donc, je trouve qu'il y a un bon potentiel avec cette approche-là. Puis justement, on peut avoir, avec un seul instrument, accès à différents accords, ce qui n'est pas le cas si on fixe les touches, évidemment, sur la guitare. Donc, c'est un projet en cours moi-même de lutherie, justement, pour travailler dans ce sens-là, qui est aussi sur le site Internet, mon site Internet avec différentes ressources. Donc, c'est le prototype que j'ai fait jusqu'à présent. Ouais. C'est une échelle à 15 notes, en fait. Donc, 12 notes conventionnelles, plus ou moins, mais accordées, en fait, avec les multiples 3 et 5, donc des quintes et des tierces justes. J'ai ajouté 3 notes, le La dièse en plus du Si bémol, le Si dièse en plus du Do, Mi dièse en plus du Fa. Et ici, on voit sur un diagramme en harmonie naturelle, on voit mieux à quoi ces notes-là réfèrent quand on les dispose en échelle. Alors ça, c'est mes notes, c'est les cordes à vide de la guitare. Puis ensuite, j'ai essayé d'utiliser un maximum de relations de tierces majeures par rapport à ces cordes à vide. Puis ici, on voit les 3 notes que j'ai ajoutées, qui sont des tierces majeures de tierces majeures. Alors, par exemple, ça me permet de jouer un accord de Mi dièse mineur, avec Mi dièse, Sol dièse, Si dièse. Donc, ça me donne certaines possibilités supplémentaires. C'est ça, c'est un prototype, donc avec des touches fixées. Puis là, j'essaie de développer une guitare où on aurait des touches glissoires, comme ça, pour pouvoir tester vraiment différents modèles, différents types d'accords. Ça, c'est la représentation d'une manche avec les hauteurs qui observe plus ou moins l'accord normal d'une guitare parce que j'ai conservé l'accord des cordes à vide conventionnelles. J'identifie en rouge les notes les plus qui se distinguent le plus du système conventionnel. Et si vous voyez sur le manche, les points en rouge, je les ai aussi marqués sur la touche pour aider le guitariste à avoir ses repères. Fermer la fenêtre. En fait, le dernier sujet, en fait, c'est celui de la notation. C'est ça, quand on travaille en échelle non conventionnelle, c'est toujours un enjeu, en fait, c'est un réel problème aussi, parce que bon, on essaie d'avoir des conventions, mais tout le monde utilise des systèmes différents. C'est sûr que en division égale de l'octave, c'est assez conventionnel. On va avoir une note chromatique avec un petit crochet qui pointe vers le haut ou 2 qui nous indique que c'est plus haut. On va avoir des do dièse, des ré bémol qui ne seront pas la même note, des choses comme ça.
En harmonie naturelle, ce que j'utilise, c'est le système de notation HEJI, qui, en fait, va donner un symbole spécifique à chaque multiple entier. Donc, on va utiliser les bémols et les dièses pour l'accord pythagoricien, donc les multiples de 3. Et ensuite, quand on veut ajuster l'intonation pour faire un harmonique 5 ou 7, on va avoir un symbole caractéristique qui va ajuster l'intonation de notre note pythagoricienne. Alors, le symbole de l'harmonique 5, c'est la petite flèche, harmonique ou sous-harmonique. Le symbole 7, c'est en fait une forme de 7 graphique un peu. C'est un symbole qui a été inventé par Giuseppe Tartini en fait, au 18e siècle, si je ne me trompe pas. Donc, ça ne date pas d'hier. C'est intéressant de voir comment ces éléments-là historiques se retrouvent encore dans la théorie aujourd'hui, puis dans l'invention, en fait. C'est comme réactiver un peu les savoirs anciens ou historiques. Un outil qui est vraiment intéressant pour le système de notation HEJI, mais pas que. Et cette interface, donc par exemple, pour avoir par rapport à 1-1, on a une note de départ là, on veut le 5e harmonique, bien, ça va nous dire c'est un do dièse, puis avec ce symbole. Ou une quinte diminuée, 7-5, ça va être le mi bémol. Vous voyez, il y a 2 nombres premiers impliqués, 7 et 5. Alors, ça prend un symbole pour l'harmonique 7 et un symbole pour l'harmonique 5. Alors, c'est là où ce système-là peut devenir complexe assez rapidement, mais au moins, il y a le mérite de la clarté quand même conceptuelle. Puis aussi, ça peut nous donner en idiosteps ou en degrés d'une division égale de l'octave. Donc ici, mon ratio 7-5, ce serait le 26e degré d'une échelle à 53 degrés. Puis ça me dit, ben, il y a une marge d'erreur de 6 cents par rapport à cette échelle-là. Je peux changer l'échelle ici pour une échelle à 31 degrés. Où là, bon, ma note va être le 15e degré d'une échelle à 31 degrés. Donc c'est ça, ça permet de se rendre, c'est comme une calculatrice en fait à harmonie naturelle, mais aussi division égale de l'octave. Vraiment, vraiment utile. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas aussi un logiciel de notation, parce qu'on connaît beaucoup Finale et j'ai un blanc de mémoire, Sibelius. Il y a Dorico qui existe depuis quelques années, qui gagne à être connu en soi, mais aussi pour l'intégration de la notation microtonale. Ils ont quand même des systèmes intéressants, puis entre autres le système HEJI. Ceux qui ont conçu ce système-là se sont assurés qu'il puisse être implanté dans Dorico. Donc moi, je l'utilise aussi de cette façon-là. Donc j'ai les symboles, ça me permet d'avoir le son aussi. Très pratique. Sinon, ça te fait le tour un peu, parce que ça fait un certain temps déjà. Je ne pas trop assommer. Donc, je termine juste avec les ressources. Donc, vous allez pouvoir vous y référer. J'ai créé un traité aussi. J'utilise beaucoup, moi, le Hayward Tuning Vine aussi pour composer, mais ça peut être utile pour des interprètes. C'est un peu comme ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire c'est juste une fenêtre, puis dans une genre de calculatrice à fréquence, en fait. Donc, vous pouvez cliquer pour avoir les sons en fonction des harmoniques, des multiples entiers. Les réseaux sociaux, évidemment, c'est une excellente source de savoir parce qu'il y a des gens qui mettent leur musique, on entend ça, ou on essaie de suivre des fois des calculs mathématiques des gens assez poussés. On voit nos limites. Donc, en tout cas, il y a toutes sortes de choses vraiment intéressantes là-dedans. Il y a un wiki, un Xen Harmonic Wiki, qui est vraiment, on peut s'y perdre assez facilement. Il y a tellement d'informations là-dessus. Xen Harmonic, qui a un terme, je ne me souviens plus l'origine exacte, mais c'est ça, ce qui est tout simplement pour signifier n'importe quelle échelle qui n'est pas l'échelle conventionnelle. Donc, ça devient un terme rassembleur, en fait, pour dire peu importe. Qu'on utilise la Just Intonation ou autre système. Ça fait des listes d'écoute Spotify aussi qui sont pas mal. Où là encore, il y a une variété. Ça peut être des chants traditionnels, ça peut être du techno, du drone.
Donc, il y a plein de choses aussi intéressantes à découvrir. Les logiciels. Donc, ça fait un peu un tour d'horizon. Le Macam, j'avais essayé d'explorer un peu, mais c'est pas mon expertise. J'ai pas mis grand-chose là-dedans, malheureusement, mais c'est comme un autre univers. En fait, j'imagine qu'il y a plein de choses fascinantes à découvrir. Donc, c'est ça. C'est un peu le tour d'horizon de ce que j'ai mis dans ce document web. Vous pouvez avoir accès, comme je disais, pour poursuivre l'exploration. Donc, je ne sais pas si c'est des gens qui ont des questions ou s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne. Ben oui, merci beaucoup Simon pour cette présentation super étoffée puis intéressante qui nous amène dans plein de réflexions intéressantes sur des choses qu'on croit connaître. Donc, je ne sais pas, oui, donc peut-être lever la main si vous avez une question. Je vois déjà que Liberté Anne a une question, donc vous pouvez la poser. Oui, salut, salut Simon, merci Salut. sur la présentation. Moi, j'ai une question. D'après toi, compte tenu peut-être de ton expérience pratique et théorique, l'application de ces concepts-là en général, je sais que c'est une grosse question ce que je vais poser, mais quels sont les facteurs de difficulté pour l'application de l'intonation juste vers des milieux acoustiques, appliquer ça à des instruments qui ne sont pas normalement adaptés à un jeu microtonal? Comme j'ai vu, là, tu avais fait une pièce pour cuivre. Déjà, il y a la famille des... évidemment, un trombone, c'est un peu plus facile qu'un sax, mettons, parce qu'il y a le slide. Mais en général, c'est quoi ton impression, ton avis par rapport à mettre des systèmes microtonaux sur des instruments qui ne sont pas nécessairement construits pour être microtonales? Ouais, c'est une très bonne question. La réponse courte, mais que j'aime quand même beaucoup, c'est que personne ne sait. Personne ne sait encore. Parce que c'est fou. Moi, je ne suis pas un interprète de formation, mais je travaille avec des interprètes. Puis, tu me rends compte l'impact, l'importance que ça a, juste la formation qu'ils ont eue, puis comment ils se sont entraînés à reproduire, à travailler dans un système, en fait. Donc, c'est ça, c'est une réponse que je trouve stimulante de dire on ne sait pas exactement parce qu'il faudrait imaginer ce serait quoi aussi une génération de musiciens qui s'entraînent à reproduire ces hauteurs-là. Par exemple, la pièce dans les cuivres, j'avais trouvé ça intéressant puisque j'essaie de voir un peu aussi, je questionne les musiciens. Est-ce que c'est difficile à l'oreille? Comment ça se passe? Puis celui qui joue de l'euphonium m'avait dit que la plus grande difficulté, en fait, c'était justement de sortir de ce qu'il avait appris à jouer. Il a appris son si bémol, ou son si bémol, c'est ça. Là, il faut qu'il fasse faux, c'est d'aller contre tout ce qu'il a appris à faire. En fait, ça me semble ça qui est la plus grande difficulté, plus que les factures d'instruments ou même techniquement, comment je vais faire pour savoir où je suis exactement au même endroit. Je pense qu'en fait, si on voit juste les instruments à cordes qui n'ont pas de fret, la précision qu'ils sont capables d'avoir, la virtuosité qu'ils sont capables d'avoir, je pense que c'est juste vraiment une question de pratiquer dans un système. Puis il faudrait voir les limites sont où, mais d'après moi, sont très loin. Puis là, si on parle de travailler avec des musiciens et des instruments aujourd'hui, c'est ça. C'est un peu comme n'importe quelle chose, je pense, c'est une difficulté. Plus on met quelque chose de difficulté, plus on a de chances que ça échoue. Plus on a de temps de répétition pour une difficulté, plus tout finalement est possible. C'est juste si on met le temps, on va y arriver. Puis après, c'est la vitesse de la musique aussi. C'est plus lente, mais là, ça va être plus facile. Mais si c'est plus rapide, on a plus de temps de répétition, c'est peut-être possible aussi. Qu'est-ce qu'il y a à dire aussi? Sinon, c'est sûr que ça, les cordes sont peut-être mieux adaptées à ça. Parce que des fois, il y a les Wolftones qui sont des instruments à cordes, mais sinon, tu as la pleine liberté, tandis que d'autres instruments, même si tu peux ajuster l'intonation avec les lèvres, par exemple, les cuivres, c'est obligé de faire, c'est toujours aller un peu contre la nature de l'instrument quand même, ce qui n'est pas le cas, une corde, tu joues à côté ou pas, ça ne fait pas travailler plus l'instrument. Donc, ça, c'est assez relatif. C'est assez relatif. Après, c'est voir qu'est-ce qui est pertinent sur le plan de la perception. Si les musiciens doivent ajuster leur intonation, donc si la relation harmonique est trop complexe pour être perçue. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de doutes. En fait, je me questionne un peu sur les ILIO. Tu vois, moi, je n'ai pas travaillé beaucoup là-dedans.
Mais on travaille en 12 vidéos, puis on est capable. Fait que c'est pour ça que je me dis, ben, si on apprenait le 7 EDO, on serait capable, mais du jour au lendemain, peut-être pas. En tout cas, c'est un peu la réflexion. Je ne sais pas si ça répond à ta question, c'est quelque chose de plus spécifique aussi, tu te questionnes. Sophie, maintenant, une question. Yeah. Merci. Juste par curiosité, quand tu travailles avec des musiciens, comment ils font pour se familiariser avec les hauteurs? Est-ce qu'ils utilisent comme un tuner en bon français ou de quelle façon ils arrivent à assimiler ces sons-là? Ça dépend des musiciens, en fait. J'ai déjà j'ai un peu l'éventail de bon, ben, on va travailler sans accordeur, comme ça, on va apprendre à s'écouter dès maintenant, dès le début des répétitions. On va le travailler d'une façon ou de l'autre. Tu veux qu'on travaille avec un accordeur ou pas? Si on ne travaille pas d'accordeur, on va mieux s'écouter, puis on va y arriver, puis on va travailler comme ça. Ma pièce plus récente, j'avais plus de musiciens aussi, il y a peut-être plus de risques de. C'est des musiciens qui n'étaient pas en ensemble, contrairement à mon autre expérience. Là. Donc, je pense que ça les rassurait beaucoup. Je pense qu'ils peuvent se fier beaucoup au tuner, en fait. Donc, ça dépend. Les deux sont vraiment possibles, à mon avis. C'est ça. C'est quand on est confronté à la réalité de ce qui est tout à fait normal aussi, mais c'est ça, un musicien pigiste qui a plusieurs contrats. C'est ça. Comme compositeur, tu rêves qui étudie un peu là, la notation HJI le soir, mais c'est pas le cas. Fait que c'est sûr que pour eux, ça leur donne un bon appui, un accordeur, par exemple. Donc, ça peut être ça aussi. Mais sinon, c'est ça. Moi, personnellement, ce que j'utilise, c'est des relations quand même qui s'entendent. Ça dépend, ça peut être complexe quand même, mais normalement, il y a toujours un repère. Ce qui devient difficile après, c'est ça, si tu travailles en plus grands ensembles, tu ne peux pas leur donner la partition complète. Fait que là, leur demander de s'accorder les uns les autres, c'est vrai que c'est une différence qu'il y avait, par exemple, par rapport à l'autre expérience, où les gens n'utilisaient pas l'accordeur, c'est qu'il était juste 4, puis ils pouvaient lire de tout le monde. Tandis que là, il y avait des parties séparées. Donc, là, ça rend encore plus difficile. L'idée, théoriquement, on pourrait noter toujours, OK, là, si je suis avec le violoncelle, là, je suis avec l'alto, mais en pratique, on n'a peut-être pas le temps, donc l'accordeur devient facile, la solution plus facile. Ouais. Les deux sont possibles, c'est ça, selon les circonstances. Ouais. Super, merci. Puis il y a une question de Lauriane. Oui, merci Simon pour la présentation. Très intéressant. Ça donne le goût de fouiller encore plus. Merci, moi, c'est ça le but. Oui, c'est ça le but. Ça nous a bien initiés. Puis, écoute, là, on parlait du défi de faire accepter un peu cette ouverture-là vers d'autres tempéraments dans le milieu instrumental. Mais est-ce que tu dirais que pour ce qui est de la musique assistée par ordinateur, conception sonore et tout ça, tu sens déjà qu'eux tracent la voie parce qu'il y a comme plus de liberté dans ce milieu-là? Oui, je dirais que oui, c'est ça. Je connais moins, mais c'est ça, comme de ce que j'écoute, c'est qu'il n'y a pas de barrière technique. Fait que le saut est comme automatique. Puis c'est ça, on le voit, les gens sont tellement à la recherche de sonorités nouvelles, tout ça, que tu peux donner ça automatiquement avec la musique électronique. Justement, il n'y a pas la barrière de. Moi, c'est ça, je présente ma musique, tu vois juste l'image YouTube, il y a un chef, puis tout, c'est pas tout le monde qui va être intéressé à cliquer, de voir ça. Mais tu sais, des contenus, c'est ça, les sons électroniques aujourd'hui, c'est ce que la majorité des gens sont habitués d'entendre. Donc, je pense qu'il y a un gros potentiel là, de dissémination de ça, sans que les gens même s'en rendent compte. C'est ça aussi qui est intéressant. Puis, il y a des choses qui commencent à se faire, qui deviennent virales aussi. Ouais. On sent qu'il y a quand même un standard. Là. Il y a quand même dans le milieu assisté par ordinateur, il y a quand même un standard vers le tempérament égal. C'est pas encore tout à fait libéré, là. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est sûr. Je pense que le tempérament égal, est-ce qu'on va le surpasser un jour? Peut-être même pas. Mais il va être de moins en moins hégémonique. C'est-à-dire qu'on va être plus habitué peut-être d'entendre autre chose. Même si lui demeure à jamais le genre de grille de référence. Mais je pense que je pense pas que c'est une impression parce que j'ai vu dans cette époque-là, mais je pense que vraiment là, on est en train d'avoir un point de bascule, là, tout le monde est comme. On veut redécouvrir autre chose, redécouvrir d'autres sonorités, tout ça.
Puis, tu sais, c'est ça, composer les auteurs elles-mêmes, c'est pas juste l'œuvre. Merci. Puis, ce que je veux dire aussi, ouais, ça, avant que j'oublie, mais je vais prendre d'autres questions aussi, commentaires si vous voulez, mais bientôt, je fais un atelier aussi au Wiki, ceux qui sont à Montréal, pour échanger, pour suivre une discussion comme ça. Chacun peut amener quelque chose à la table aussi, donc vous pouvez suivre aussi les réseaux sociaux pour voir, pour ceux qui sont à Montréal. Là. Ça va être dans 2 semaines environ. Mais moi, je vais soumettre une question. C'est pas vraiment une question, c'est plus peut-être un commentaire. Moi, je suis organiste de formation, fait que des Ouais, c'est ça. tempéraments inégaux, tout ça, on connaît ça. C'est bien le fun. Je pratique chez nous sur du mésotonique, c'est bien trippant. Puis, il y a une couple d'instruments, dans le fond, contemporains là, qui sont en train d'être développés, principalement en Europe, avec des microtons, puis des affaires de même, là, qui sont vraiment intéressants. Mais malheureusement, c'est ça, on est, comment dire, un contexte pire que la guitare, là, en termes une fois que tu es sur un instrument, l'instrument est assez fixe, tu sais. Fait que, c'est ça en tout cas, moi, que je me pose un peu comme question, surtout avec les exemples que tu as montrés sur la guitare, c'est comment faire pour que ces expérimentations-là, finalement, avec d'autres modes de tempérament, d'autres modes de pensée, d'autres schèmes d'harmonie, soit pas seulement que des considérations in situ, puis que ça puisse devenir des choses un peu plus mobiles. Tu sais. Je pense qu'il y a il y a comme un espace d'innovation, pas juste dans la pensée, mais dans la technique aussi, dans l'approche de la facture des instruments qui est comme à considérer pour ça. C'était juste un commentaire, ça, puis ensuite, c'est comment éventuellement blender tout cet univers-là beaucoup plus statique, je dirais, des instruments à clavier avec des instruments beaucoup plus dynamiques sur le plan de l'accord. Tu sais. C'est sûr que les raisons pour lesquelles on est arrivé là, à favoriser le tempérament égal, sont encore là, puis on les sait. C'est ça, c'est la simplicité, les instruments qui peuvent jouer ensemble. C'est surtout pour les claviers, d'ailleurs, qu'on a développé le tempérament égal aussi. Donc, tout ça, toutes ces raisons-là sont encore bonnes. Puis pour les instruments acoustiques, peut-être qu'on ne les surpassera jamais, parce que l'instrument acoustique, on aura beau être dans 1000 ans, un instrument acoustique, par définition, c'est ça, c'est un objet, il faut le fabriquer, c'est difficile de l'adapter. Donc, effectivement, mais c'est ça. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant parce que les claviers, sont mis des instruments qui utilisent des tempéraments différents, mais ce sera peut-être les instruments qui vont mal suivre l'évolution future, justement, du fait que les gens sont intéressés par d'autres accords aussi. Ouais, chaque instrument est différent quand même là-dessus. Le piano aussi. S'il n'est pas électronique, c'est un lourd problème. Puis le piano est encore important pour bien du monde. Mais c'est ça, même si on peut adapter aussi, c'est ça, moi j'hésite à avoir juste un clavier MIDI parce que pour travailler ces choses-là, parce que le clavier te crie 12 tons égaux. Tu sais. C'est ce que je trouverais intéressant. Je vais peut-être mettre l'argent un jour pour acheter un Numatone parce qu'au moins, justement, ça a l'air d'un peu libérer la conception des relations harmoniques entre les notes, peu importe le système qu'on veut utiliser. Ouais, c'est ça, c'est des défis, c'est sûr qu'on rentre là-dedans. Il y a des défis. En composition en harmonie naturelle, il y a beaucoup de cul-de-sac, il y a beaucoup de choses qu'on se rend compte qui ne sont pas possibles au final. Mais c'est ça. Ça fait partie de l'aventure. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ça n'a pas de l'air. Mais en tout cas, merci beaucoup, Simon. Ben, merci à vous, merci de l'accueil, merci d'avoir été là. Fait que, on va tous se souhaiter une bonne soirée, mais ça a vraiment été vraiment très apprécié. Parfait. Oui, merci. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci. Bonne soirée. Plaisir. Ouais. Salut. Salut. Merci, bye. Merci de la patience pendant mon crash. C'est bon. Moi, je t'entends pas, par contre. I don't hear you, August. You're August, right?
Can you hear me now? Yeah. Okay, cool. Thank you very much. It sounds like we had some good questions, and I think this is going to be really good once we get it online as well. So thank you very much for preparing this, and just a friendly reminder to shoot me an invoice as soon as you can, and I'll get that processed as soon as I can. All right. What's the amount again? Or I can find it back in my emails. Yeah, I can confirm. I think it's $335, but I will double check just to confirm. And if you need to charge tax on that, then that's absolutely fine. Okay. Okay. Yeah, if possible, if you can edit the minute that I went. Yeah, in the dark. But if it's too much trouble, it's not. No, that'd be nice. I usually trim them down a bit just to get rid of some of the fat. So I'll make sure to do that before putting it online. And it wasn't a big. That happens to me all the time. I always lose my screen when I'm doing Zoom meetings. Right. Nice. Okay. Well, thanks a lot for having me, man. Thank you. I'll talk to you soon. Yeah. Okay. Bye. Bye.